Merci à vous d'être présents et d'être fidèles, toujours aussi nombreux aux conférences qui sont organisées par le service senior. Tout d'abord, je vais laisser la parole à M. Ahmed Eidadi, qui est adjoint au maire en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux du bel âge et de l'animation urbaine. Nous vous écoutons avec plaisir. Non, écoutez, je vais pas être très long parce que c'est pas moi qui vais animer cette belle conférence, mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir vous rencontrer. Il y en a certains que je commence à connaître. Notre travail à nous, c'est d'éviter que des personnes soient dans une situation de solitude, et on met toute notre énergie et tout notre savoir, pas mon savoir à moi parce que c'est le service senior qui l'a, pour faire en sorte de vous occuper, de venir en votre rencontre. Et n'hésitez pas, nous, à nous interpeller si vous avez un sujet, si vous avez des soucis, si vous n'en avez pas, si c'est bien, si c'est moins bien. Et voilà, par la même occasion, ma chère Corinne, je voulais saluer tout le travail de vous et de vos équipes. Passez une bonne conférence. Je vais laisser la parole à ces professionnels. Bon après-midi à toutes et bon après-midi à tous. Merci à vous. Merci à M. Eidadi pour son intervention. Nous remercions également, bien évidemment, le service senior et la division manifestation et programmation qui ont organisé les cycles de conférences auxquels vous avez assisté pendant toute cette année. Voilà. Si la solitude est parfois appréciée par certains, elle peut être destructrice et source de frustration pour d'autres. D'après les dernières recherches, l'isolement touche près du quart des seniors de plus de 75 ans, soit environ 5 millions de personnes en France aujourd'hui. La solitude des personnes âgées, elle est fréquente et elle constitue un facteur de vulnérabilité entraînant diverses pathologies avec parfois un risque de dépression. Avec l'âge, les facteurs d'isolement chez les seniors sont multiples. L'isolement géographique, la perte du conjoint, les pertes des liens avec le milieu professionnel, la perte d'autonomie. En effet, si certains seniors ont la chance de voir leurs enfants et leurs petits-enfants le week-end, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce qui induit indéniablement une diminution donc, du nombre de contacts sociaux. D'après une étude des Petits Frères des Pauvres qui va nous être présentée aujourd'hui, 1,3 million de personnes âgées ne voient jamais ou quasiment jamais leurs enfants ou petits-enfants. Des chiffres qui sont en progression avec le contexte de la crise sanitaire actuelle et avec des enfants et des petits-enfants qui sont trop occupés. Donc le nombre de personnes âgées isolées a explosé ces dernières années. On va en parler pour atteindre aujourd'hui 1,5 million de personnes âgées qui ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d'autres personnes. Donc il est important de réagir rapidement. Et afin de lutter contre le sentiment d'isolement et de solitude, il est nécessaire de connaître les causes, bien évidemment, ses conséquences et puis les solutions. Comment gérer cette solitude chez les seniors? Quelles sont les conséquences de l'isolement des personnes âgées? Comment lutter contre l'isolement social? Et quelles sont les solutions et initiatives pour lutter contre ce fléau? Voilà les questions qu'on va aborder et on va tenter d'apporter des réponses. Donc on fait le point avec vous cet après-midi avec 4 invités. Je vais donc vous les présenter et puis ensuite, ils prendront chacun leur parole pour présenter leur structure et ensuite, on va vous répondre à ces questions que je viens de vous poser. Voilà. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter Valérie Serraz, ici présente, médecin de santé publique et gériatre au Centre gérontologique départemental de Marseille. Elle est membre du consortium international Interrail. Elle milite pour l'évaluation des établissements, notamment des EHPAD, pour une mise en place de la démarche RAI qui en fait développe un contrôle plus rigoureux des structures de prise en charge. Elle estime donc qu'il est important que les personnes âgées aient le droit à une intervention complète en mesurant notamment leur solitude et leur sentiment de solitude et d'isolement comme une composante même de la santé. Donc, Madame Serraz travaille dans une association à Marseille, l'Institut de la maladie d'Alzheimer, qui s'occupe donc des malades d'Alzheimer, une maladie qui isole également. Manuel Pinto, ici présent, il est donc directeur régional de l'association des Petits Frères des Pauvres à Marseille depuis plus de 20 ans. Donc, il a commencé sa carrière dans le secteur jeunesse, puis il a souhaité s'engager dans cette association, car pour lui, elle a une place particulière.
Elle s'attache à la question du lien social et de la fraternité et des valeurs qu'il porte. L'association comprend de plus en plus de jeunes qui s'engagent pour aider les personnes à vivre mieux. Et donc la société est consciente de l'importance d'aider ses aînés. Donc l'engagement des jeunes est une note d'espoir, bien évidemment. Et pour M. Pinto, se battre aujourd'hui pour bien vieillir, c'est se battre pour mieux vieillir demain. Voilà. À ma droite, Charles Martre. Donc, il est président départemental de la Société de Saint-Vincent-de-Paul dans les Bouches-du-Rhône. Donc, M. Martre s'est engagé dans cette société il y a plus de 50 ans. Et il ne l'a jamais quittée. Voilà. Il a été membre du Conseil national, administrateur bénévole, il s'est occupé de la section jeunesse, puis il est devenu président de la section locale et pour finir maintenant, président départemental. Il a organisé plusieurs colloques sur Marseille, dont un congrès qui a réuni plus de 1200 personnes sur la pauvreté et l'exclusion. Il donne également des conférences et des cours sur Frédéric Ozanam, qui est une figure emblématique du social et fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Merci à vous d'être là. Et puis Gérard Bailleul, que vous connaissez tous, il est responsable de la division manifestation et programmation du service senior de la ville de Marseille. Cela fait maintenant 13 ans qu'il collabore au service des seniors. Avant, il était à la direction de la jeunesse et il est passé ou il a glissé à une autre forme de jeunesse, comme il aime dire, en intégrant le service des seniors. Il y a eu chez lui une prise de conscience face à la fragilité de la vie et une envie de s'engager auprès des seniors, ce qui explique son choix aujourd'hui d'être parmi vous. Et il a un élan donc en travailler en faveur des seniors. Merci à vous quatre d'être présents aujourd'hui et de participer avec nous à cette belle conférence sur la solitude et comment rompre cette solitude. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Valérie Serraz. Bonjour à tous. Alors, 3 remerciements. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce débat. À madame de m'avoir présenté, ça ne me laisse plus beaucoup de place pour me présenter parce qu'elle a fait des recherches en plus, des choses que je n'avais pas forcément dites. Et merci à vous d'être venus nombreux pour nous écouter. Alors, je ferai juste un petit complément à ce que vous avez fortement bien dit. Pourquoi un médecin dans une conférence sur la solitude ? Parce que finalement, la solitude ne fait pas partie de la classification des maladies. Ce n'est pas forcément un diagnostic médical. Je parlerai de ce côté-là. Ce n'est pas non plus un symptôme qu'on recherche spontanément que votre médecin vous demande quand vous allez le voir pour une visite médicale ou pour un bilan de santé. Il n'y a pas de traitement médicamenteux. Il n'y a pas de protocole de soins à cette non-maladie. Alors, je pense que c'est quand même important c'est pas une maladie, non, mais quand on est un médecin, on soigne pas, on n'essaye pas de guérir uniquement un organe malade, une maladie, mais une femme ou un homme qui est malade, qui souffre physiquement, qui souffre mentalement. Et on sait tous, et ça vous le dites, et c'est reconnu, même beaucoup plus jeune, se faire soigner d'un cancer du sein à 45 ans, les chances de guérison, la souffrance qui est liée à tout ça, elles sont bien moins importantes quand on est seul que quand on est entouré d'une famille, d'amis ou simplement de voisins et de personnes à qui on peut se confier régulièrement. Donc je crois que c'est un facteur qui influence les chances de guérison, ou si ce n'est pas les guérisons, en tout cas la stabilité et la non-aggravation chez les jeunes. Alors, chez les personnes qui vieillissent et avec tous les risques qui sont liés à l'âge, alors on parle des risques, mais je reviendrai après quand je prendrai la parole sur ce qu'est la solitude et ce que fait la solitude sur l'individu. On verra qu'un individu il a plein de richesses et il a finalement moins de pertes, même en vieillissant, que ce qu'il a comme ressources et comme gains au fur et à mesure. Alors, chez le sujet âgé, encore plus, un médecin doit absolument prendre en considération cette composante-là, parce qu'en vieillissant, on est un peu plus vulnérable, parce qu'en vieillissant, on a des fragilités de nos organes qui vieillissent,
Parce qu'en vieillissant, on est plus à même d'avoir des pathologies, alors les fameuses pathologies, polypathologies, même chroniques et invalidantes. Alors tout ça, ça ne se guérit pas, hein, mais ça se prend en considération. Et je crois que ça se prend en considération dans ce qu'on appelle la santé. Et ça, je crois qu'on parlera de ça plus que d'un diagnostic et d'une maladie. La santé globale, la santé telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est un état de bien-être physique, psychologique, social, environnemental et fonctionnel. Et tout ça, c'est un tout. Et il y a des gens qui se trouvent en parfaite santé malgré des maladies, et d'autres qui n'ont qu'une maladie et pourtant disent qu'ils sont en mauvaise santé. Donc je crois que la solitude, et on verra, ma présentation vous montrera comment on doit s'intéresser à la santé et à un fonctionnement global d'une personne, c'est ça, sa santé, et bien que la solitude, c'est une composante majeure de ce sentiment de santé qu'on peut avoir bonne, passable, mauvaise, etc. Donc une composante majeure parmi tant d'autres qu'on verra de cet état de bien-être. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Merci Valérie, merci. Manuel Pinto, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et ce pourquoi vous êtes là avec nous aujourd'hui? Les Petits Frères des Pauvres, créés en 1946 à Paris par Armand Marquiset et en 1958 à Marseille. Pourquoi il a créé cette association? Au sortir de la guerre, Armand Marquiset était croyant et il voulait créer une congrégation religieuse pour permettre à des jeunes hommes laïcs de s'engager en solidarité avec les pauvres. Il a été voir le curé de sa paroisse et le curé lui a dit « Mais les pauvres au sortir de la guerre, ce sont ces vieillards qui meurent de faim dans les chambres de bonne au 6e étage sans ascenseur. » Il n'y avait pas de portage de repas à domicile à l'époque. Le premier investissement des Petits Frères des Pauvres, ça a été un fourneau pour préparer des repas que des jeunes hommes, bien habillés, allaient porter à domicile des personnes âgées. L'histoire des Petits Frères des Pauvres a souvent été jalonnée d'événements comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours été là où il y avait des besoins qui n'étaient pas couverts. En 70, dans les années 70, on a commencé à travailler sur la question du logement. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les mouroirs, Montolivet, 60 lits dans les dortoirs. Quelle intimité, quel respect pour les personnes, pour ces hommes et ces femmes, pour nous, qui sommes hommes et femmes, quel que soit notre âge, de l'intimité de chacun. Donc on s'est battu dès les années 70 pour le maintien à domicile, avec les premières associations d'aide à domicile. 2003, je vais faire court parce que si je commence à raconter l'histoire des Petits Frères des Pauvres. Oui. En gros, aujourd'hui, les Petits Frères des Pauvres sur la région, c'est 1000 personnes accompagnées régulièrement par 1000 bénévoles environ. Mais 2003 était un événement marquant. 2003, je vous rappelle, la canicule, 15 000 morts. Les Petits Frères des Pauvres, on a fait une conférence de presse en disant que ce n'était pas la canicule qui avait tué, mais la solitude. Ce qui nous a valu le feu des projecteurs et d'être déclaré grande cause nationale en 2004. Mais quand même, on s'interroge, comment se fait-il que ces personnes n'étaient connues d'aucun service, et ni de l'association, ni d'aucune association? Il fallait mobiliser la société civile et la société tout entière. En 2006, nous avons créé un collectif qui s'appelle Combattre la solitude, avec 7 gros organismes, dont la communauté Saint-Vincent-de-Paul, l'Entraide protestante, la Croix-Rouge, etc. Et la première étude sur isolement et solitude est sortie en 2006-2007, pilotée par Marika, d'ailleurs, à l'époque, pour mieux comprendre ce qu'il se passait, pour mieux lutter. Or, la question de la solitude, on vieillit de plus en plus, tant mieux. La question, c'est comment on vieillit bien. La question de la solitude, la Fondation de France l'a approchée aussi, a fait différentes études sur toute la population. Il n'y a pas que les vieux qui sont victimes de la solitude. Ça concerne aussi des jeunes étudiants, on l'a vu pendant le confinement, ça concerne aussi des artisans, les mères célibataires, comme on dit. Mais, en tout cas, ce qu'on peut résumer de ces études, c'est que plus on est vieux, plus on est malade, plus on est pauvre, plus on a la chance d'être isolé et donc de souffrir de solitude. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers les personnes qui n'ont pas les moyens de se faire connaître. Mais je viendrai après sur cette question de solitude. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui et je vous remercie beaucoup d'ailleurs de nous avoir invités. Merci à vous. Alors, je donne la parole à Charles Martre pour se présenter sa structure et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup.
Oui, alors donc je suis le responsable de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Marseille. La Société de Saint-Vincent-de-Paul, comme son nom ne l'indique pas, n'a pas été fondée par Saint-Vincent-de-Paul lui-même, c'était au XVIIe siècle, mais 2 siècles plus tard, en 1833, par un jeune étudiant de 20 ans qui s'appelait Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam a été un garçon qui a été interpellé par la misère de son temps. Il faisait des études à la Sorbonne, puisqu'il va devenir ensuite avocat, puis professeur à la Sorbonne, notamment professeur de littérature étrangère. Il a été le 2e professeur à occuper cette chaire qui avait été fondée spécialement par Victor Cousin pour un certain monsieur Fauriel, qui était un professeur à la Sorbonne qui était là pour justement faire le rapprochement entre la littérature étrangère. Et depuis 1840, nous avons un département de littérature étrangère à la Sorbonne. Quoi qu'il en soit, Ozanam a été donc confronté par la misère de son temps et il a voulu apporter un remède. Ce remède, il a fait comment? Tout simplement par le contact de personne à personne, par la visite à domicile. Frédéric Ozanam a été le premier à mettre en place ce qu'on appelle la visite à domicile qui a été repris par d'autres associations depuis le temps, parce qu'ils ont dû se rendre compte que la visite à domicile était très importante. Pourquoi la visite à domicile? Parce que la personne isolée, en difficulté, se retrouvera beaucoup plus à l'aise chez elle pour pouvoir discuter, pour pouvoir accueillir, plutôt que d'aller dans un bureau de bienfaisance comme ça se passait à l'époque, en 1830. Donc, Ozanam a instauré la visite à domicile qui est le point le plus important de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à l'heure actuelle encore. Donc, depuis le XIXe siècle, nous aidons toute forme de misère. La Société de Saint-Vincent-de-Paul est ouverte à toute forme de misère, non pas seulement aux personnes âgées, aux personnes malades, aux personnes, mais sur tous les plans de la misère en France et dans le monde, puisque la Société de Saint-Vincent-de-Paul est également locale, nationale et internationale. Par exemple, sur le plan mondial, nous avons 800 000 membres. 800 000 membres dans 150 pays. Et nous donnons tous les jours, nous aidons 30 millions de personnes à travers le monde. Et à travers 50 000 conférences. Alors les conférences, c'est le petit groupe. En général, c'est un petit groupe paroissial, car la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association caritative catholique. Vu que Frédéric Ozanam était un chrétien important, un grand chrétien, puisque c'est lui il a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1997 au cours des JMJ de Paris. Donc, ce que nous faisons donc à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est cela, c'est la charité de proximité. Alors la charité, beaucoup de gens ont trouvé que c'était un mot qui était un petit peu ringard. Mais la charité, nous avons gardé le terme de charité, car la charité, c'est la traduction de caritas, de la caritas en latin, qui signifie l'amour. Voilà pourquoi nous avons encore gardé le nom de charité. Je vais donner la parole à Gérard Bailleul qui va nous présenter rapidement le service de la ville de Marseille. Nous vous écoutons. Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous compter parmi nous cet après-midi. Merci à Mme Chapon pour votre belle introduction. Merci à chaque participant pour sa participation. Merci aux équipes des services des seniors, aux services techniques et aux services du musée d'histoire de Marseille qui nous accueillent cet après-midi. Alors, je suis responsable de la division manifestation programmation du service des seniors. C'est un service qui comprend une autre division, qui est la division des clubs animation. Depuis de nombreuses années, la ville de Marseille mène une politique volontariste pour lutter contre l'isolement et la solitude des seniors. On entend par senior une personne qui a 60 ans et plus et qui réside sur le territoire de la commune. L'activité principale du service des seniors est de proposer des animations avec un panel d'activités que je vous ferai découvrir tout au long de la conférence. Il se situe au DOC à la place de la Joliette. Alors pour certains d'entre vous, vous connaissez, mais je le précise parce que je vois que vous êtes quand même nombreux à venir pour la première fois, donc ça vous permet de nous situer géographiquement. Et c'est un service qui est très actif auprès du public. Je vous apprends juste une petite information aujourd'hui. Il intégrera dès le mois de janvier 6 clubs seniors qui sont actuellement
gérés par le Centre communal d'action sociale de la ville de Marseille. Et donc ces 6 clubs rejoindront le club d'animation de la Bastide du Ginesté que beaucoup d'entre vous connaissent. Ainsi, on peut dire que l'offre de la ville va être un petit peu mieux répartie sur le territoire et un petit peu plus importante pour répondre à vos attentes. Et voilà. Nous allons en parler bien évidemment tout à l'heure pendant la conférence. Merci à nos 4 invités, des personnes que vous avez vues passionnées, hein, portées par leur engagement. Donc, dans un premier temps, je vais donner la parole à Manuel Pinto. Vous avez, les Petits Frères des Pauvres ont réalisé une première enquête en 2017 qui avait notamment révélé que 300 000 personnes âgées étaient en situation de mort sociale, entre guillemets, en France. Vous avez renouvelé cette enquête 4 ans après, donc en septembre 2021. Il y a une deuxième édition. Elle est publiée, cette édition, et elle montre notamment une aggravation alarmante de la situation d'isolement des aînés. Désormais, 530 000 personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation de mort sociale, entre guillemets, ce qui représente une ville comme Lyon. Donc, quels sont les constats de votre étude? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, puisque je suis là pour ça. Une petite précision, j'ai oublié de le dire, les Petits Frères des Pauvres, même si Armand Marquiset était croyant et qu'il a voulu créer une congrégation, aujourd'hui nous sommes une association non confessionnelle et apolitique. Voilà, donc je ne suis pas prêtre, enfin, etc. etc. L'étude. Baromètre 2021, effectivement, on a 2017, mais comme je vous l'ai dit, déjà en 2006, on avait fait une étude sur la solitude en France, mais là on a fait une étude vraiment chiffrée, et l'important c'est de la faire de façon régulière pour comparer les évolutions. Mais tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de solitude et quand on parle de personnes âgées isolées. Ce n'est pas la même chose. La solitude, c'est un sentiment. Pour pouvoir l'exprimer, il faut avoir quelqu'un en face pour pouvoir dire « je souffre de solitude ». C'est ça le truc. D'où l'intérêt d'aller repérer et d'aller au-devant de ces personnes. Donc ça se mesure, on a déterminé, nous, des réseaux de sociabilité. En gros, c'est la famille, les amis, les voisins et le réseau associatif. Ce que j'appelle réseau associatif, c'est aussi la participation à des activités proposées par la ville. Enfin, voilà. Donc, on a déterminé 4 réseaux. Il ne suffit pas pour autant de mesurer le nombre, mais ensuite, il faut voir la qualité de cette relation. Finalement, vous pouvez voir beaucoup de personnes sans forcément avoir de vrais échanges sur ce qui vous anime, sur les confidences, etc. Et au-delà de cela, il y a aussi les contacts de la vie. Parfois, on a un commerçant dans le quartier. À force d'aller chez lui, c'est pas devenu un ami, mais bon, c'est une relation qui compte. Tiens, il s'inquiète un peu quand vous n'êtes pas passé depuis longtemps. Vous voyez, c'est un peu des sentinelles du réseau des personnes âgées. Et bien sûr, alors là, il faut être attentif et sortir nos jumelles, nos lunettes, pour regarder les évolutions du lien social dans la société en général, avec les liens sociaux numériques, avec la venue d'Internet. On voit que les liens sociaux, les réseaux bougent. Et il faut qu'on soit attentif à la place des personnes âgées dans la société par rapport à ces évolutions. Ça va? Isolement, solitude, on percute la différence. Voilà. Donc, en gros, on peut ne pas être isolé et souffrir de solitude, parce qu'il n'y a qu'un médecin qui vient nous voir, ou une ménagère, mais personne ne vient me voir pour ce que je suis moi. Je peux raconter à qui je raconte ma vie. Et on peut être isolé et pas souffrir de solitude, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, parce qu'on l'a choisi. Le navigateur qui part en solitaire pendant des mois, c'est un choix. Et puis la solitude, ça peut être bien aussi. Ça permet de se recentrer sur soi-même, de calmer un peu le jeu, etc. etc. La question, c'est la question du choix. Est-ce que je choisis d'être isolé ou pas? Alors, sur les chiffres, effectivement, ce que vous avez dit à l'introduction, Mme Chapon, c'est malheureusement une réalité. C'est-à-dire que depuis 2017, les chiffres ont quasiment doublé. Alors, situation de mort sociale. Qu'est-ce qu'on entend par mort sociale? Comme son nom l'indique, c'est-à-dire socialement, on n'existe plus. On ne compte pour personne. On peut compter sur personne. On l'a vu pendant le confinement, le nombre de personnes âgées qui sont décédées, non pas du Covid, mais parce qu'elles étaient complètement isolées. Oui. À quoi bon vivre si on n'intéresse personne? Le syndrome de glissement. Mais là, j'empiète.
Pardon. Oui, du coup, je me suis perdu. Non, mais... Oui, sentir de vous social. suit. Voilà. Donc c'est le fait de... Et donc, la question, c'est comment repérer ces personnes. Il faut une mobilisation pour aller détecter ces personnes qui ne voient plus personne, finalement. Ensuite, on a vu aussi une forte augmentation de personnes âgées isolées des cercles familiaux et amicaux. Pour diverses raisons, je ne connais pas. Il y a une raison par personne, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est en forte augmentation. Je vais vous indiquer maintenant ce qui nous permet d'avoir ces chiffres. Ce sont les indicateurs d'isolement relationnel déclinés par cercle de sociabilité. Ces chiffres ont augmenté donc depuis 2017. Les isolés du cercle familial. Les personnes âgées voient moins leur famille qu'avant. Les isolés du cercle amical. Une personne âgée disait bah oui, mais tous mes amis sont morts aujourd'hui. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Les isolés du cercle de voisinage, au-delà du bonjour, bonsoir, comment vous allez. Dans la première étude qu'on a faite en 2006, il y a une personne âgée qui avait témoigné et qui avait dit moi, j'attends que mon voisin il sorte, mon voisin de palier il sorte pour sortir en même temps que lui. Pour parler, pour établir des relations. Et les isolés des réseaux associatifs, alors comme je vous dis, c'est plus large, hein, des activités qui peuvent exister sur une ville ou être membre d'une association. Qui est en augmentation aussi. Si on regarde ensuite ces chiffres par rapport à la France et aux régions, bravo. On voit que la région PACA, vous voyez, c'est un petit peu en bas à droite là, finalement par rapport à la moyenne nationale, on est plutôt en dessous sur les isolés du cercle familial, sur les isolés du cercle amical. Il y a un où on est au-dessus de la moyenne française, c'est les isolés du cercle voisinage. Et ensuite, vous voyez que les isolés du réseau associatif, on est aussi en dessous par rapport à la moyenne nationale. Mais je dis beaucoup, toujours, excusez-moi, j'avais éloigné mon micro, il faut faire très attention à ce chiffre. On ne vit pas de la même manière dans un hameau des Hautes-Alpes qu'en plein cœur de Marseille. Donc, il faut faire très attention à ces chiffres-là. Chaque situation est unique et donc irremplaçable, c'est ce que nous disons dans notre charte. Alors, une hausse du sentiment de solitude, soit 6 millions de personnes qui se sentent seules fréquemment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la solitude, elle est vécue plus ou moins bien selon si on la subit fréquemment ou pas, et son intensité. Donc une hausse de sentiment de solitude, se sentent seules fréquemment. Mais il y a aussi une hausse pour celles qui se sentent seules tous les jours ou très souvent. Et enfin, c'est ce que je vous disais, quand on n'a plus personne à qui parler de choses intimes, sur qui je peux compter et pour qui je compte. Je pense que c'est ça qui détermine vraiment le sentiment de solitude. Une personne âgée accompagnée par l'association, c'est l'aide ménagère qui m'a dit ça. Elle m'a dit moi je viens pour faire mon boulot, mais elle veut pas. Elle veut que je m'assoie à côté d'elle pour boire le café. Heureusement qu'il y a des bénévoles du coup qui sont là pour ça, pour venir rencontrer la personne, parce que la ménagère n'est pas là pour ça. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'y reviendrai après. Je vais tout dire d'un coup. Parce que le gouvernement, là, actuellement, par rapport à... Vous savez que la société vieillit, il faut vraiment la loi adaptabilité, la société adaptée au vieillissement, qui a été rebootée encore, etc. Ça devient urgent. Je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui traîne dans les couloirs du ministère, là, où il voudrait augmenter de 2 heures les intervenantes à domicile, cite 2 heures de convivialité. C'est-à-dire que c'est comme la Poste, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 ans, qui avait... vous pouviez... demander au facteur de rester un peu plus longtemps pour 15 € de l'heure. Non mais attendez, faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter. Mais j'y reviendrai. Ensuite, il y a l'exclusion numérique. Donc effectivement, les personnes âgées 3 millions sont toujours en exclusion numérique. Depuis 2021, ça bouge. Effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts, et on le sait, la ville de Marseille aussi, mais pas que, il y a plein d'associations qui œuvrent pour... lutter contre l'exclusion numérique de la plupart des gens, mais notamment des personnes âgées. L'exclusion numérique, c'est effectivement les personnes âgées qui sont encore les plus exclues, et notamment les personnes âgées pauvres. La première question, c'est est-ce qu'il y a un réseau ? Parce que quand j'habite dans les Hautes-Alpes, dans le hameau, est-ce que j'ai un réseau déjà ?
La deuxième question, c'est est-ce que je peux acheter le matériel et payer un abonnement? J'y reviendrai après. Et puis, une fois qu'on a tout ça, comment je m'en sers, quoi. Avec tout ce qui est les dossiers administratifs qui sont à faire actuellement via le web, bon, ça va. Mais on y reviendra plus tard. Et ensuite, est-ce que ça vous préoccupe ou pas? Eh bien oui, des personnes âgées se disent préoccupées par la situation de solitude et d'isolement. Mais si on regarde la carte qu'il y a derrière, ce n'est pas vrai selon les régions. Et on voit que la région PACA est moins préoccupée, on va dire, par la solitude et l'isolement. Et pour autant, nous sommes sur une région qui vieillit. Non seulement parce que nous vieillissons, nous, les Pacasiens, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'aime bien, mais parce qu'il y a des tas de gens aussi qui viennent passer leur retraite ici. Donc ça augmente la population âgée. Et ce sur quoi nous sommes confrontés, notamment plutôt sur la Côte d'Azur, ce sont ces couples qui étaient artisans, généralement. Ils avaient leur petit commerce ou leur petite entreprise. La femme, souvent, faisait la comptabilité et tout ça sans être déclarée. Et puis, ils ont économisé, ils ont acheté un petit appartement à Cannes, pas très loin de la mer, en pensant passer de belles années. Oui, ils passent de belles années. Sauf que, généralement, le monsieur meurt avant, c'est comme ça que ça se passe, et qu'elle, elle se retrouve avec très peu d'argent, finalement, oui. Avec un appartement où il faut payer des charges, elle n'a pas les moyens, et elle ne connaît personne, parce que toute la famille est restée dans le Nord, ou je ne sais pas où, en Alsace. Et du coup, elle se retrouve... elle ne frappe à notre porte. Oui. Nous allons donner maintenant la parole à Valérie Serraz concernant notamment l'impact de la solitude sur la santé. Donc, quels sont les impacts que vous pouvez nous préciser, nous présenter, etc. Alors Emmanuel a quand même dit pas mal de choses. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on voit bien que nous ne sommes pas, alors moi je parle en tant que médecin, gériatre, nous ne sommes pas une maladie, c'est un tout. Et c'est vrai que du coup, tu abordes des choses et c'est la prise en charge. Alors la vieillesse, c'est pas une maladie, hein, vous êtes d'accord? Et moi, je suis pas là en tant que médecin pour la médicaliser, bien au contraire. Donc ça n'est pas une maladie, la vieillesse. C'est un état dans lequel, à mon sens, il faut évaluer votre santé. Alors je reviendrai là-dessus. Et finalement, je suis ravie parce que je te rejoins sur plein de choses. Et Madame Chapon disait au début que je milite pour une évaluation de qualité, pour que cette évaluation de l'état de santé, du fonctionnement de ce qu'on est, même avant, mais bon, on va dire quand on vieillit, on a le droit à avoir une évaluation de qualité. Et justement parce que un individu, donc alors moi j'ai pas d'aussi belle diapo qu'Emmanuel, mais c'est mon petit schéma qui me permet de vous expliquer ce que l'on est, alors ce que vous êtes, ce que je suis, à des temps différents de la vie, et mettre vraiment le facteur maladie, pas de côté, mais comme un parmi tant d'autres. Donc un individu, il n'est pas seul, alors il n'est pas seul, il vit quelque part en tout cas, il est dans un environnement. Alors ce que ça représente tout ça, c'est que nous sommes d'abord le résultat de plein de ressources. Et on parlera ressources, et pas comme on dit aujourd'hui avec les vieux, il y a des incapacités, il y a la dépendance. Non, il y a d'abord des ressources, des forces, et certes des faiblesses, mais des ressources. Donc on cherche, et c'est ça l'évaluation et le bilan de santé de qualité qui devrait être fait chez toutes les personnes qui vieillissent. C'est d'abord des ressources cognitives, intellectuelles, les connaissances, alors la mémoire, hein, bien sûr, et donc elle vous permet d'être quelque chose. Ces ressources, elles sont mélangées et elles sont en interrelation avec tout ce qui concerne l'humeur, le comportement. Quelqu'un qui a une humeur gaie, joviale, qui va vers les autres, qui n'est pas anxieux, c'est une vraie ressource, une vraie richesse. Et beaucoup de gens qui vieillissent sont aussi comme ça, hein, cette humeur. Et alors on voit bien que si on a des troubles cognitifs, cette fameuse maladie d'Alzheimer qui fait peur à tout le monde, si on a des troubles cognitifs, ça va influencer son anxiété, son humeur. Et si on a des troubles cognitifs et qu'on est déprimé, les troubles cognitifs seront plus importants que si on n'est pas déprimé. On rajoute, parce que c'est pas tout. Il y a aussi tout ce qui concerne, alors ça c'est mon soleil, ce qu'on appelle le bien-être psychosocial, la relation avec les autres,
aller vers les autres? Est-ce qu'on a ou pas des relations? Quelles sont les qualités de ces relations? Et on reviendra après, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de relations, mais pas forcément quelqu'un sur qui on peut compter quand on en a besoin. Donc il faut faire le quantité et il faut faire aussi la qualité. Le cœur, ça représente tous les organes qui pourraient être des maladies. Et là, on voit bien que c'est secondaire. Enfin, c'est secondaire, c'est important, mais c'est une composante de cet état de bien-être. Il y a des gens qui ont une dizaine de maladies où on a l'impression, quand on les voit, qu'ils sont dans un état de santé très grave, et pour autant, eux, ils disent qu'ils se sentent bien. Donc, c'est un facteur de plus pour comprendre ce qu'est un individu. Les jambes, les bras, c'est la locomotion, c'est comment on bouge, comment on peut assurer les activités élémentaires de la vie quotidienne, celles qui permettent à minima de pouvoir vivre en société, se laver, s'habiller, aller aux toilettes, se laver les cheveux, se maquiller. C'est aussi ce qu'on appelle les activités instrumentales. Est-ce qu'on fait ses courses? Parce que tout ça, on en a besoin pour avoir un fonctionnement dit à minima correct. Aller faire les courses, préparer ses repas, gérer son argent et son budget, bouger, marcher, descendre les escaliers. Et on voit bien que là, l'habitat, et c'est la maison, elle a une importance, hein, parce que si on habite dans un appartement qui n'a pas d'ascenseur et qu'on a des difficultés pour marcher, ben on ira moins dehors que si on a un ascenseur qui marche tout le temps et un habitat dit adapté aux situations de handicap, ce qui est c'est un effort de la société aujourd'hui, hein, d'adapter tous les habitats. Mais tu sais très bien, et on sait tous, que malheureusement, beaucoup de domiciles et d'intérieurs ne sont pas adaptés aux difficultés motrices à minima. Donc cette maison, après, vous avez dans cette icône-là qui représente un peu tout le système d'aide et de soins, on l'a à proximité, on peut s'en servir, et je crois qu'on est dans une ville, voire dans un pays où il existe un système de soins, mais est-ce qu'on y a accès ou pas? Donc ça aussi, si on vit dans une ville, alors j'ose pas dire une ville où il n'y aurait pas d'accès aux soins, ben, le fonctionnement serait différent puisque les maladies seraient moins bien soignées, on n'aurait pas accès à l'hôpital, le fonctionnement global serait moins bon que si on a accès à tous ces systèmes. Il y a l'argent, et tu l'as dit, et c'est vrai que les ressources financières, ben, ça peut tout changer, hein, sur un fonctionnement global. Donc, et vous voyez, au fur et à mesure qu'on rajoute un domaine, on rajoute des degrés de complexité pour comprendre ce qu'est l'individu. Parce que tout ça, ça se mélange, ça s'entrecroise et ça se compense. Mais à un moment, ça peut ne plus se compenser. Plus de ressources, normalement, hein, on essaye de faire en sorte que les ressources soient au maximum. Elles compensent nos difficultés, mais par moment, la balance, hop, elle passe de l'autre côté, et là, on a un fonctionnement un peu différent. Je rajoute les petits personnages en bas, parce que ça, c'est les proches. La famille, les amis, ils existent ou existent pas. Quel est leur degré d'implication dans une aide, hein, dans un accompagnement? Et aussi, ils peuvent être là, vouloir faire, mais être malades aussi. Parce que si l'aidant d'une dame à 95 ans est lui-même très fatigué, si c'est son seul aidant, ben, il est là, mais il est en difficulté pour apporter cette aide, ce tout, parce que on parle de la dépendance comme quelque chose de négatif, mais c'est pas si négatif que ça, la dépendance. Pouvoir dépendre de quelqu'un, c'est beau. Donc, faut pas forcément... On lit le sujet âgé à cet état de dépendance. Bon, on en reparlera, hein, c'est plus compliqué que ça, mais pouvoir dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, c'est pas si négatif que ça. Alors, ça, c'est un individu. À tout moment, ça peut basculer, à tout moment, ça peut changer, même pour nous. Et notamment avec cette histoire de solitude. Tout marche bien, mais à un moment donné, ça peut basculer. Alors, si je peux, 2-3 exemples. Tout à l'heure, tu disais, il y a une solitude qui peut être choisie. C'est vrai. On peut pouvoir choisir la solitude, mais c'est un facteur de risque. On parlera un petit peu après. Oui, juste, bien sûr. Mais c'est un facteur de risque qu'on prend de choisir la solitude. Et je vous donne alors des exemples que j'ai vécus. Un homme très âgé, isolé par choix.
Il va régulièrement chez son médecin tout seul, il n'a pas de problème médical significatif, il a une hypertension. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'hypertension, un peu d'arthrose. Il peut assurer de manière indépendante toutes les activités nécessaires à la vie de tous les jours. Il a un niveau financier qui est tout à fait correct et il vit dans un habitat de qualité. Il dit aimer la solitude. Il regarde la télé, il lit beaucoup, ça lui suffit. Ça, c'est son bilan de santé. D'accord ? Régulièrement. Mais un jour, il y a l'accident. Il chute à domicile, il marche dans son domicile, il chute, il se fracture le col du fémur. Hein, tout le monde connaît ces situations-là. Et là, tout peut basculer dans la solitude. S'il tombe, qu'il n'a pas accès à son téléphone, qu'il n'appelle personne, il va rester au sol pendant 24 heures, 48 heures, avec tous les risques que ça peut avoir. Il ne va pas pouvoir aller à l'hôpital et il va mourir. Parce qu'il n'a pas pu boire, il n'a pas pu manger. Personne n'est passé, parce qu'on a quand même 3-4 jours avant de décéder dans ce genre de situation. Mais si personne n'est passé, si personne ne s'est dit « tiens, je ne l'ai pas vu descendre chercher son courrier », eh ben, il meurt. Et il meurt seul. Alors, je suis caricaturale, mais ça existe. Et il meurt dans la souffrance. On peut imaginer qu'il a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Mais il a fallu que les pompiers cassent la maison, enfin la porte, ou la fenêtre pour pouvoir rentrer. Il se retrouve à l'hôpital. Personne gère ce phénomène-là qui s'est passé. On a cassé la porte, on a laissé la porte ouverte, il y a tous les papiers, etc. Il est seul à l'hôpital. Alors vous allez me dire qu'il y a plein de choses qui se font. Hein. Il y a des réseaux sociaux, il y a centres sociaux qui viennent vous expliquer. Mais c'est quand même un grand facteur de bascule d'un événement qui aurait pu être juste un incident qui va se régler. Il est à l'hôpital, il y a une super équipe, il est opéré, il rentre chez lui. Si on n'a pas activé quelque chose pendant quelques temps, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas sortir, il ne pourra pas aller faire ses courses et il peut se dégrader et rentrer dans la perte d'autonomie et avec tout ce que ça peut avoir derrière, hein, perte d'autonomie, souffrance morale, et on rentre dans ce cercle vicieux, même s'il est à l'hôpital, que les pompiers sont arrivés, qui l'ont amené dans notre beau système de soins. Et pourtant, c'était un choix. Donc, c'est un facteur de risque. Juste un deuxième petit exemple, et après je m'arrête parce qu'on y reviendra. Une dame âgée qui a une maladie de Parkinson, des signes mineurs. Elle est bien traitée, bien équilibrée par son traitement. Elle n'a pas de problème de locomotion. Elle marche, elle va, elle vient. Elle est plutôt gaie. Elle est autonome pour la plupart de la vie, des activités de la vie courante. Elle n'a pas de problème de mémoire, etc., etc. Elle a un époux. Et tous les deux, ils sont seuls. Ils n'ont pas d'enfants. On verra après qu'on peut être seul à deux. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils se débrouillent, ils sont très bien. Il gère les comptes, les tâches administratives, il conduit, elle ne conduit pas. Il s'est mis au numérique, tu en parlais, parce que le numérique n'est pas la solution pour tout le monde. Elle n'a pas voulu s'en occuper. Il meurt. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas forcément d'amis proches. Il meurt normal. Elle est triste, elle n'est pas forcément déprimée au sens diagnostic, mais elle est triste, elle se laisse un peu aller pendant quelques temps. Personne ne vient la voir. Elle ne va pas faire les courses, le budget laisse aller, elle peut s'endetter, elle peut avoir des relances de X et X opérateurs ou EDF, etc., etc. Elle a du mal à s'en sortir toute seule. Et sans s'en apercevoir, elle bascule, elle ne sort pas, elle ne va pas faire ses courses, parce qu'elle avait tellement l'habitude que c'était lui qui l'a menée faire les grandes courses. Elle ne va pas voir son médecin parce que c'était lui qui gérait le Doctolib, insupportable pour 80% de la population, même si on dit que c'est génial. Elle ne prend pas rendez-vous, elle n'a plus de médicaments et sa maladie s'aggrave, alors qu'elle ne se serait pas aggravée, cette maladie. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas que les maladies qui comptent. Cette maladie, elle ne se serait pas aggravée, elle aurait vécu avec normalement, le plus normalement possible, parce qu'elle avait cet époux qui compensait. Il ne compense plus, elle bascule. Voilà les deux exemples qui montrent qu'il n'y a pas deux personnes égales dans le fonctionnement avec ou sans maladie. Il n'y en a pas deux égales. D'où la nécessité, et on viendra dans les solutions après, de ne pas uniquement prendre la tension et savoir si la tension elle est bien régulée quand on va faire un bilan de santé, mais d'aller chercher tout le reste. Merci Valérie pour cette présentation globale. On a bien compris comment on pouvait basculer et glisser
tout doucement, mais sûrement, vers l'isolement, vers la solitude. Je vais donner la parole maintenant à Charles Martre concernant notamment les causes et les premiers signes. On vient de voir un premier constat. On a vu ici l'impact sur la santé. Donc maintenant, on va aborder les causes et les premiers signes. Monsieur Martre, nous vous écoutons. Les causes et les premiers signes de la solitude, les causes sont diverses et variées. L'une des causes primordiales, c'est le départ à la retraite. Le départ à la retraite, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte pendant leur vie active qu'ils cesseront un jour de travailler et ils ne préparent pas leur retraite. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent complètement démunis parce qu'ils n'ont plus rien à part leur travail. Ils avaient leur travail c'était tout. Ils quittent ce travail et ils se retrouvent complètement isolés par eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus de relation avec leur ancien lieu de travail. Lorsqu'ils se présentent parfois, qu'ils retournent chez leur employeur ou les personnes qui sont là, les anciens collègues, bon, les regardent avec un petit peu, toi tu es à la retraite, nous on continue à travailler, donc c'est, voilà. Toi tu as tout ton temps, nous on l'a pas puisqu'on est au travail, donc il y a peut-être un petit conflit entre les deux, ou on le prend pour quelqu'un qui est un petit peu dépassé, voilà. Donc le départ à la retraite, il faut le préparer pratiquement lorsque l'on commence à travailler, se dire dans 20, 30, 40, 45 ans, je vais prendre ma retraite, donc qu'est-ce que je ferai à ce moment-là? Même si ce n'est qu'une idée très, très vague, puisqu'on n'est pas encore là, mais il faut y penser. Donc beaucoup de personnes qui se retrouvent démunies, c'est parce qu'ils n'ont pas préparé à leur retraite. D'autant plus que pendant leur activité professionnelle, ils peuvent aussi essayer de réfléchir à ce qui leur plairait de faire une fois qu'ils cesseraient de travailler. Donc vous avez un panel d'activités, vous avez les associations, vous avez les activités caritatives, vous avez les activités sportives, vous avez le bien-être, vous avez les voyages, donc réfléchir à ce que l'on pourra faire au moment de la retraite. Par contre, ce qu'il y a aussi d'intéressant et qu'il faut ne pas laisser de côté et qui est une cause justement de solitude, c'est la baisse des revenus. Automatiquement, quand la personne va se retrouver à la retraite, elle aura une situation financière qui sera beaucoup moins aisée peut-être que lorsqu'ils étaient en pleine activité. Donc là aussi, la baisse de revenus évite aux personnes qui sont à la retraite de s'engager par exemple à des voyages, pourquoi pas des petits repas entre amis, etc., parce que leurs moyens ne leur permettent pas de financer ces petits plaisirs. Et donc ils se replient et ils se retrouvent de plus en plus confrontés à ce problème qui est terrible. Parce qu'il faut savoir que la solitude, c'est l'un des fléaux il était du XXe siècle et de notre XXIe siècle. Étant donné que à l'heure actuelle, il y a plus ces solidarités familiales qu'il y avait autrefois. Vous pouvez vous souvenir, dans nos familles, les personnes âgées ne partaient pas en maison de retraite. Les personnes âgées restaient jusqu'à leur mort à la maison. Même lorsqu'elles étaient, on dirait maintenant, par exemple, des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer, elles étaient là, elles étaient à la maison, mais elles continuaient à vivre, elles continuaient à avoir leur environnement qui n'est plus. Donc ça aussi, c'est une cause de solitude. Une autre cause de solitude aussi, c'est l'absence de lien social pendant le travail. Lorsque la personne est à sa profession, il faut qu'ils aient du lien social en dehors du travail. Ne pas tout miser, par exemple, sur les relations de travail. Parce que les relations de travail sont éphémères. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nouent des relations extérieures, qu'ils essaient d'avoir des amis. Et pour cela, que faut-il faire? Il faut sortir. Il faut, pendant les loisirs, ne pas rester replié sur soi, mais aller vers les autres. Il y a aussi, bien entendu, une cause qui est dramatique, c'est la perte du conjoint. Du jour au lendemain, la personne va se retrouver complètement déphasée, et notamment les messieurs. Les messieurs vont souffrir peut-être de façon beaucoup plus aiguë l'absence du conjoint que peut-être les dames qui avaient l'habitude de s'occuper un petit peu de tout ce qui était ménage et tout ce qui était l'environnement. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent complètement démunis. Par exemple, moi j'ai connu une personne âgée que nous visitions à Saint-Vincent-de-Paul qui ne savait pas, par exemple, faire cuire un paquet de pâtes.
Il se demandait s'il fallait mettre l'eau, comment il fallait faire. J'ai même connu une personne qui avait mis le morceau, il avait acheté de la viande chez le boucher, il avait fait cuire avec le papier tout autour. Ouais. Oh, quand même. On va organiser des stages pour ces messieurs. Donc le décès du conjoint, outre le choc émotionnel important que cela produit, permet à la personne de ne plus faire le pas de sortir. Elle va se laisser aller, la personne va se laisser aller, va par exemple ne plus s'entretenir, ne plus, par exemple, le matin, au lieu de se lever à une heure régulière, elle va de jour en jour espacer son lever jusqu'au jour où elle finira par se lever vers midi. À ce moment-là, elle ne prendra plus son bain. Pour les messieurs, par exemple, ne se raseront plus, resteront en pyjama toute la journée en pantoufles, et de plus en plus, ils vont se replier, car ils vont se retrouver avec ils vont avoir honte de leur physionomie, de l'image qui renvoie à l'autre. Et je citerai une phrase qui est très belle de Saint Augustin qui disait « C'est à partir du moment où les hommes ne les ont plus regardés que les roses ont commencé à avoir des épines. » Joli. Et en effet, lorsque l'on est négligé, lorsque on n'est pas très propre, on n'a pas envie d'avoir les visites. Premièrement, on n'a pas envie de soi-même de donner cette image, et la personne qui vient visiter est un peu réticente à venir les voir. Nous, à Saint-Vincent, nous avons beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette situation. Après, nous avons aussi, bien entendu, la maladie qui réduit les possibilités d'aller, de venir, qui accentue la solitude. Nous avons aussi l'hospitalisation, parce qu'il ne faut pas oublier la grande misère des hôpitaux en ce qui concerne les visites. Il y a beaucoup de malades qui n'ont aucune visite. C'est pour ça qu'il y a des associations, et nous, par exemple, à Saint-Vincent-de-Paul, nous le faisons aussi, d'aller visiter les malades dans les milieux hospitaliers pour leur apporter un petit sourire extérieur. Et nous avons aussi une autre forme de solitude qui est l'entrée dans les maisons de retraite ou les EHPAD. Beaucoup de personnes qui sont dans les maisons de retraite, elles sont soi-disant entourées d'autres personnes qui sont avec elles, d'autres personnes âgées qui partagent l'EHPAD, mais ils n'ont pas d'affinité. Ils n'ont pas d'affinité, donc la personne se retrouve complètement seule, et donc il faut justement qu'il y ait des associations qui viennent, je pense aux petits frères des pauvres, à nous, qui vont et qui aident et qui apportent un petit peu un rayon de soleil à ces personnes qui sont en difficulté. Je citerai le cas, par exemple, d'une personne que nous visitions, voilà, à propos de la visite, qui nous disait « Votre visite, c'est un grand rayon de soleil qui illumine ma triste vie. » Oui. Voilà Alors après, nous avons aussi dans les causes la peur de l'autre. Beaucoup de gens qui ont peur de sortir. Et alors, c'est un petit peu de la faute des médias, car vous pouvez voir dans les médias, on vous présente que des choses horribles, des personnes qui sont agressées, tout cela, ça permet à la personne âgée d'avoir peur de sortir, de rencontrer, pour ne pas être agressée, pour ne pas souffrir de ces problèmes qui vont s'accentuer et qui vont rajouter encore de la solitude à leur solitude première. Merci pour ce bilan sur les causes et les premiers signes. On va poursuivre la discussion avec Valérie concernant notamment la question de la solitude choisie, solitude subie. Est-ce que vous pourriez nous dire deux, trois choses sur cette question, 2-3 éléments sur cette question ? Est-ce qu'on choisit volontairement de s'isoler ? Est-ce qu'on choisit vraiment d'être seul ou est-ce qu'on le subit, en fait ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit Valérie qui va répondre un petit peu définitivement à la question, mais qui participe. Moi, après, peu importe, je laisserai... Je dis juste que, oui, elle peut être choisie, cette solitude. Mais il faut savoir que quand on choisit la solitude, on prend un risque. Et je crois que je vous ai démontré ce que c'était. Quand elle est choisie, ça doit être respecté. Parce qu'il ne s'agit pas de dire il ne faut pas, mais de prévenir. Parce que je pense que les conséquences de la solitude, elles seront peut-être amoindries quand on l'inclura dans la logique de prévention. Anticiper les problèmes et prévenir ses conséquences. Donc oui, vous faites ce choix, mais sachez que si
et on ne vous le souhaite pas, s'il y a un problème, vous risquez d'avoir des conséquences plus désastreuses que les autres. Mais vous savez, à chaque fois qu'on fait un choix, normalement, on dit qu'on doit faire un choix éclairé. Donc le rôle de la société, le rôle d'un médecin, c'est d'éclairer ce choix et surtout de le respecter. Et alors, en tout cas, pour ma part, pas d'aller dans l'intimité et de savoir pourquoi il y a ce choix. Si la personne veut en parler, elle en parle, mais si elle ne veut pas en parler, on n'a pas à la forcer à parler d'un choix qu'elle a pu faire. Mais ça reste un risque. Et après, il y a cette solitude qui est subie, qui est résignée. Je crois qui n'est pas forcément exprimée. Je pense que certaines personnes, en tout cas celles qui sont isolées, alors comment tu as dit, Emmanuel, elles sont en solitude, elles se sentent seules, et pourtant il y a du monde autour. Et alors celles-là, elles ont honte de dire qu'elles sont seules. Hein. Parce que moi, j'insiste quand je fais mes bilans de santé, ok, il y a du monde, mais est-ce que vous êtes en relation? Est-ce que vous les voyez souvent? Vous avez le droit de dire que vous vous sentez seul, même si vous avez 12 enfants. Et les gens, et les personnes disent parfois, alors parfois ils y vont sur leurs enfants, ils se gênent pas, mais parfois ils disent, j'ai pas le droit de dire ça parce qu'ils ont du travail, s'ils viennent pas, c'est parce que ils ont des enfants, ils ont une vie. Je crois que j'ai pas le droit de le dire. Si vous avez le droit de dire que vous vous sentez seul, on juge pas les autres. Mais vous avez le droit de le dire. N'ayez pas honte, parce que là, on doit être alerté. La solitude, quand elle est ressentie de manière comme ça, négative, nostalgique, il faut faire quelque chose. Après, parce qu'il y a des gens qui s'y habituent très bien. Hein. Oui. Et autour, on doit juste mettre un cadre, pas forcément imposer. Moi, je pense que, même d'ailleurs les gens qui ont des troubles dits cognitifs et qui ont des maladies démentielles, ils ont le droit de faire des choix aussi. Il ne faut pas qu'on s'impose, mais en tout cas qu'on soit là à surveiller, à être vigilant et à pouvoir agir au moindre... Donc ça doit faire partie des éléments qu'on demande aux gens systématiquement. On prend l'attention, on fait je sais pas quoi, et on demande s'ils sont seuls et s'ils se sentent seuls. La solitude, le sentiment de solitude, ça fait partie de la santé. C'est un facteur. C'est un facteur, ouais. Exactement. Manuel, concernant la solitude subie, choisie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Plein de choses. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Valérie. Effectivement, le sentiment de culpabilité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, et vous l'avez dit aussi, Monsieur Marthe, c'est la question des revenus. Plus on est pauvre et plus on a les chances d'être isolé. Et vous l'avez expliqué, bah oui, je n'ai pas le moyen de me payer un voyage. Et puis si je me sens seul, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens coupable, mais pourquoi je suis seul? Donc j'ose pas dire que je suis seul. Ou j'ose pas dénoncer mes enfants. Dénoncer, le mot est trop fort. C'est le film Sous les toits de Paris qui a été fait juste après la canicule de Michel Piccoli. Je tenais le rôle principal. L'infirmière passe à domicile, il y a la photo de son fils sur la commode et elle dit « Mais vous êtes seul ?» Et non, il y a mon fils qui est là, il passe me voir régulièrement. Ce qui était faux. Mais il y avait la photo de son fils. Bon, bref. Donc, effectivement, quelques témoignages. Peut-être que dans votre entourage, vous-même, c'est pas terrible ce que je vais raconter, mais c'est la vérité. Mourir ne fait pas peur, ce n'est pas vivre que ce que je vis actuellement. Ce n'est pas marrant, je ne vois personne. Je suis arrivé à faire couper un trou dans ma haie pour voir les gens qui passent de l'autre côté. Quand il y a des gens qui passent, je suis contente. Ce n'est pas pour espionner, hein, c'est juste pour voir des gens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la dame qui attendait que son voisin de palier sorte. Ça me fait un peu de mal parce que c'est vrai que la solitude, c'est lourd à porter, c'est lourd à vivre. Je suis seul, quoi. C'est pas évident d'être seul dans la vie. Ce qu'on dit chez Petits Frères des Pauvres, un appartement idéal pour une personne âgée, c'est un premier étage avec ascenseur. Pourquoi un premier étage? Parce qu'au rez-de-chaussée, vous avez des barreaux à la fenêtre, donc c'est pas très marrant, quoi. Au premier étage, vous n'avez pas de barreaux, mais vous n'êtes pas très haut. Vous pouvez quand même voir les gens avec ascenseur pour pouvoir bouger, sortir, et pas loin d'une école ou d'un square pour voir des enfants, pour voir la vie. Voilà. D'autres témoignages qui suivent. J'ai des contacts téléphoniques parce qu'à 84 ans, mon horizon est constitué d'amis qui correspondent à mon âge, hein, allez, qui sont dans le même état que moi. Bref, en particulier avec le Covid, elle ne pouvait plus se déplacer, ça m'a isolé beaucoup, 84 ans. Depuis le confinement, c'est matin et soir qu'on se téléphone avec une ancienne voisine. Il vaut mieux avoir moins d'amis, mais que ce soit des amis. C'est ce que tu disais un petit peu. Et il est vrai que le confinement a permis de créer des nouvelles relations de voisinage, parfois.
qui parfois se sont arrêtés avec le déconfinement, mais certaines relations perdurent. La seule personne que j'ai vue de la semaine, c'est l'électricien qui m'a remis des ampoules. Ah oui. C'est ça. Bon, elle a vu quelqu'un, mais c'est pas avec lui qu'elle va parler de sa vie. Et puis lui, il n'a pas le temps. Enfin. Et la solitude, c'est pénible, c'est mortifère. Un chat, c'est bien gentil, mais on ne peut pas avoir des discussions très profondes non plus. Hein. Voilà. Même si on sait tout le bienfait des animaux. Donc, ce sentiment de culpabilité, parce qu'on est seul, si on est seul, c'est qu'on le mérite, ou je ne sais pas quoi, il faut sortir de ça. Quand des personnes actives se plaignent qu'une personne âgée fait ses courses à 18h alors qu'il y a une queue énorme, alors qu'elle pourrait faire ses courses à un autre moment de la journée, eh ben non. Si elle le fait à 18h, c'est parce qu'elle veut rencontrer des gens. Et c'est qu'elle veut vivre comme tout le monde. Voilà. C'est dit. Pendant le confinement, Intermarché, je suis allé faire mes courses à Intermarché. Vous savez, c'est très régulé. Eh ben, Intermarché avait mis des horaires spécifiques pour les personnes âgées. Je ne sais plus, 9h à 10h, je crois, un truc comme ça. Moi, j'y vais à 14h. Eh ben, il y avait des vieux. Et le gars, il me dit, bah ouais, ils n'ont pas envie de venir, ils ont envie de voir des gens. Voilà, faut aussi accepter ça. Donc, on l'a subi ou pas, mais en tout cas, on peut aussi avoir certaines volontés. Il y a aussi cette situation, c'est un médecin en milieu rural qui a témoigné de ça. Il était intervenu à domicile chez une personne et puis il est passé avec sa voiture devant une personne âgée qui était une de ses patientes et il s'est arrêté. Il a été la voir 5 minutes. Alors, comment vous allez ? Ah, elle a parlé, elle était contente que le médecin s'arrête pour aller la voir. Il est resté un quart d'heure, allez, pas plus. Et il est reparti. Et il m'a dit, si je n'avais pas fait ça, quelques jours après, elle m'aurait appelé parce qu'elle avait bobo ou je sais pas quoi, parce que c'est la seule personne qu'elle rencontre. Vous voyez donc, allez au-devant de ces personnes qu'on repère et qui sont peut-être seules. Et même si elles vous disent qu'elles ne sont pas seules, il faut quand même un peu gratter, c'est ce que tu disais. Voilà. Merci pour vos témoignages. Alors, Monsieur Charles Martre, dites-nous tout pour l'éloignement familial, amical, professionnel. Tout à fait. Donc, l'éloignement familial, à l'heure actuelle, nous avons par exemple les enfants, les petits-enfants qui n'habitent plus dans la ville, qui, compte tenu de leur profession, ils sont obligés de partir. Et nous en avons beaucoup qui habitent même à l'étranger. Oui. Et il n'y a plus ce lien entre les grands-parents, par exemple, et les petits-enfants ou avec les enfants qui partent aussi, soit pour leur travail, soit lorsque la personne est très âgée, elle a des enfants qui viennent de prendre la retraite et qui s'éloignent également du lieu où ils avaient leur activité professionnelle pour se rendre dans leur résidence secondaire qui est peut-être à plusieurs kilomètres, même de nombreux kilomètres, même des centaines de kilomètres de la résidence où ils habitaient avec leurs parents. Donc ça crée aussi, cet éloignement familial crée aussi des moments de grande solitude. Même si les enfants, les petits-enfants téléphonent, n'écrivent plus, mais téléphonent, envoient des SMS, c'est toujours difficile pour les personnes âgées qui voient leurs proches s'en aller et les quitter. C'est également le moment pour les personnes très âgées qui voient disparaître tous leurs amis. Leurs amis qui, malheureusement, arrivent à un certain âge et ils les quittent. Et les quittant, et en même temps, ça rapproche la personne de la mort, de leur fin. Et on les voit de plus en plus se replier. Moi, je vois des personnes que nous allons visiter que chaque fois qu'elles apprennent le décès d'un de leurs amis, de leurs connaissances, on les trouve avec un visage de plus en plus triste, parce qu'ils se rendent compte que peut-être un jour, ce sera leur tour. Donc cet éloignement familial, cet éloignement amical, l'éloignement professionnel, comme je vous disais tout à l'heure, que après il n'y a plus pratiquement de lien avec son milieu professionnel, tout cela accentue la solitude. Mais par contre, il y a des possibilités de solutions. Oui, alors nous allons en parler. Voilà. On vient de dresser un tableau avec des constats chiffrés. On vient de voir l'impact sur la santé, les causes, les premiers signes, et puis toute la question sur la solitude choisie, subie. Voilà.
Bon, le tableau est un peu triste quand même. C'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est un peu alarmant. Mais il y a des solutions. Voilà, et on va aborder maintenant cette partie fortement intéressante avec nos conférenciers. Alors, Charles Marthe, dites-nous tout sur ces petites solutions, ces petites attentions peut-être qui peuvent nous aider à avoir du soleil dans nos vies. Donc, pour permettre de rompre la solitude, nous avons ce que nous appelons les petites attentions. Par exemple, ce qui est très important, c'est une carte postale pendant les vacances. Envoyer à la personne âgée une petite carte, la personne âgée sera très heureuse de recevoir dans sa boîte aux lettres, au lieu de recevoir des prospectus ou des factures, de nombreuses factures, elles vont recevoir une petite lettre, une petite carte. Et cette carte, ils vont la relire, la lire plusieurs fois, la présenter, la faire revoir à des amis qui passent ou à de la famille en disant « Tu vois, on a pensé à moi pendant les vacances, on m'a écrit ». Pareillement au moment des anniversaires, au moment des fêtes, aller les rencontrer, mais aussi écrire un petit texte, un petit mot. Ce petit mot, moi, je me souviens d'une vieille dame qui avait toutes les cartes qu'elle recevait, elle les avait épinglées dans la salle de séjour, et elle était heureuse de voir les paysages ou le petit mot gentil de la personne qui lui avait écrit. Donc vous voyez, c'est très important d'écrire, puisque maintenant, on n'écrit plus, on envoie des SMS, on téléphone, parce que le téléphone, les paroles s'en vont, mais les écrits restent, comme on a toujours dit. Donc ça, c'est une façon de rompre la solitude. Il y a aussi la visite régulière. Par exemple, nous, c'est notre charisme à Saint-Vincent-de-Paul. On visite régulièrement la personne, on discute, on prend un café avec elle, on la fait sortir, par exemple, on lui fait faire quelques petites promenades à l'extérieur, on l'amène voir un spectacle, on essaye de l'aider à rompre cette solitude. Nous avons aussi un contact téléphonique régulier. En dehors des visites, dans la semaine, on rencontre les personnes à leur téléphone pour voir un petit peu comment elles vont, etc., etc. Et ce qui est très important aussi, c'est l'écoute. Être très attentif à ce que dit la personne et l'écouter. Même si la personne très âgée va vous dire 100 fois la même chose, il faut toujours l'écouter en croyant que c'est quelque chose de nouveau et être ravi de ce qu'elle vous dit et rentrer dans son jeu. Ça lui fait du bien et ça rompt la solitude. Moi, je vais vous citer par exemple une réflexion d'un vieux monsieur qui était un ancien garagiste qui avait 90 ans, qui s'appelle André. Et il m'avait dit ce jour-là, il ne faut pas faire attention à la carcasse. Le moteur fonctionne. Ça roule tout doucement, mais ça roule. Votre présence me donne un coup d'accélérateur pour atteindre le sommet qui se rapproche pour moi. Donc nous avons ces petites attentions. Après, ce qu'il y a aussi de très important, c'est aussi s'efforcer à sortir. Alors moi, je vous conseillerais, par exemple, pour les personnes qui le peuvent et qui ont encore des possibilités d'aller et de venir, c'est d'avoir un animal, notamment un petit chien. Parce que le petit chien va obliger la personne à sortir et à faire des connaissances. Parce qu'automatiquement... Vous promenez avec votre petit chien, par exemple. Le petit chien, vous voyez, lorsque vous allez être à l'extérieur, le petit chien, les personnes qui vont passer à côté de vous vont vous parler, vont vous demander des nouvelles du petit chien, vont vous demander depuis combien de temps vous l'avez. Ça, c'est pour les personnes qui sont valides. Et aux personnes qui ne sont pas valides, je leur conseillerais un petit chat. Parce que le petit chat, il n'a pas besoin de sortir, mais s'il y a par exemple une aide-soignante qui vient ou une personne qui vient vous aider, elle pourra lui donner le restaurer, changer sa caisse, etc., etc. Donc l'animal est très important. Après, il y a aussi une autre possibilité, c'est les personnes qui ont un grand appartement et qui auraient une chambre disponible, de la louer à un étudiant. Actuellement sur Marseille, il y a une association qui vient de se mettre en place depuis quelques mois qui s'appelle Ensemble de Générations. Alors cette association, elle aide les personnes âgées et les étudiants à se rencontrer. Et ce qui est très intéressant, c'est que les étudiants que l'association vous envoie, ce sont des étudiants qu'on pourrait dire triés sur le volet. Donc, et il y a un moment pour voir un petit peu si la personne âgée et l'étudiant s'accordent. Si par exemple ça ne marche pas, l'étudiant aura une autre location et la personne âgée aura également une autre location. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette association continue pendant le séjour de l'étudiant à prendre des contacts et à voir comment se passe cette cohabitation. Donc cela, pour rompre la solitude, je pense que c'est une bonne solution aussi. Ça peut être en effet une bonne idée pour les personnes qui ont un grand appartement, voilà, qui se sentent seules.
éventuellement un peu des difficultés financières, mais ça fait aussi un petit apport financier, une compagnie. Parce que là, vous avez deux possibilités. Vous avez soit un apport financier, l'étudiant vous donne une petite location, voilà, mais il est là, c'est une présence, il parlera avec vous, etc. Soit vous ne demandez rien, mais en contrepartie, par exemple, l'étudiant vous fera faire une petite promenade, vous ira faire quelques courses, discutera avec vous pendant la soirée, vous voyez, voilà. Mais en général, ces jeunes, ce sont des jeunes qui sont parfaits parce qu'ils sont extrêmement choisis avant de les envoyer chez des personnes âgées. Voilà. Alors, merci à vous pour... vous voyez, il y a des solutions à cette situation. On va parler maintenant avec Manuel Pinto, notamment de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Vous avez des actions concrètes, vous, justement. Oui, bien sûr. Depuis 1958, on ne fait pas que participer à des colloques, on agit concrètement au quotidien auprès de personnes âgées isolées sur le territoire. À l'image de ce que dit Saint-Vincent-de-Paul, d'ailleurs, nous sommes partenaires. Bien sûr, la majeure partie des personnes accompagnées vivent à domicile. Donc, c'est de la visite à domicile et on peut avoir des tas de témoignages de personnes qui n'étaient pas sorties de chez elles depuis des années parce qu'elles avaient peur, enfin, pour des tas de choses, parce qu'elles avaient honte, etc. Et après un temps d'apprivoisement, je le dis exprès comme ça, avec le bénévole, elle ose sortir et elle se remaquille. Et on organise aussi des séjours de vacances, enfin, etc. etc. Des actions concrètes. Il y a même, je vous le dis parce que c'est le feu de l'actualité, on vient de sortir une étude sur la vie affective intime et la sexualité des personnes âgées. Il y a même des couples qui se forment chez nous. Voilà. Donc, comme quoi on peut vivre et être amoureux jusqu'à la mort. Ça, c'est une bonne nouvelle que nous avons appris par l'étude que nous venons de sortir, que vous pouvez voir pour ceux qui sont connectés sur le site Internet. Ceci dit, ça, c'est du très concret. Et oui, vous avez la possibilité de refaire votre vie, quel que soit l'âge. Et de rencontrer de nouveau l'amour. C'est vrai qu'on pense souvent que parce qu'on est âgé, eh bien, on a eu une première vie, on a eu un mari, bon, ben maintenant, voilà, c'est fini. Mais non, la preuve, vous avez l'enquête qui vient de sortir montre justement que, quel que soit l'âge, on peut aimer et ça vient égayer votre vie. Parfait. Exactement. Du coup, donc il y a des actions concrètes effectivement que nous menons à partir des besoins et pas seulement... à partir du désir et des envies, et pas forcément uniquement par rapport à des besoins. Grâce à la générosité des donateurs, qui c'est 80% de notre budget, on peut se permettre de réaliser quelques rêves, y compris d'avoir une action logement. Et nous faisons partie donc aujourd'hui avec les caisses des dépôts et consignations, enfin bref, avec les ministères concernés, sur une réflexion sur l'habitat inclusif. C'est-à-dire qu'entre le domicile et l'EHPAD, il y a sûrement d'autres choses à créer, type un toit de génération, que j'ai rencontré également sur Marseille, type des habitats partagés, que fait l'UDAF 13 actuellement aussi sur le territoire. D'ailleurs, à ce propos, un toit de génération, je lui ai dit, mais ça se passe comment? Elle m'a dit, le seul problème qu'on a eu une fois, c'est avec une personne âgée, parce qu'elle exigeait un peu trop du jeune. Voilà. Il n'y a jamais... voilà. C'était pas le jeune qui ne respectait pas, c'était le truc. Bon, voilà. Ah oui. C'est pour casser les clichés aussi. Donc, ceci dit, nous avons sorti quelques préconisations suite à cette étude, bien sûr, que nous avons remontée aux différents ministères. Alors, une d'elles, et ce que tu disais, Valérie, tout à l'heure, c'est inclure la variable de l'isolement relationnel dans les processus d'évaluation de la perte d'autonomie. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient évaluer, un médecin, et puis après, vous avez le droit à une allocation, à pas, avec des intervenants à domicile. Il faut aussi prendre en compte la question de l'isolement. Ne pas faire de l'isolement relationnel un nouveau business et ne pas proposer seulement une société de surveillance aux personnes âgées. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est en train de se préparer, les heures de convivialité, je ne sais pas quoi. Et puis aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a besoin, tu disais tout à l'heure, cette situation du monsieur qui tombe tout seul, il a besoin d'un petit bip pour appeler les pompiers, je sais pas, c'est nécessaire. Mais il ne faut pas se cantonner qu'à ça. C'est pas, les personnes âgées ne sont pas que des personnes fragiles ou malades. Ça, c'est pas une maladie. J'ai fait le choix, je n'ai pas tout dit, sinon on serait resté là encore. Prioriser l'aide au maintien du lien social dans les actions de sensibilisation numérique. Je vous explique. Il y a des ateliers, on a parlé tout à l'heure de la fracture numérique. Bah oui, il y a les dossiers administratifs à remplir, etc. Mais quand même, c'est un superbe outil aussi pour parler avec sa copine qui habite à Lyon, et de se voir, et de s'envoyer des photos. Ou de voir ses petits-enfants ou ses enfants. J'ai le temps de raconter une petite anecdote. Oui, c'est perso. Hein. J'ai mon papa et ma maman, ils ont 93 et 90 ans. Ils n'habitent pas à Marseille, donc quand j'appelais, c'est maman qui décrochait le téléphone, et blablabla. Et après, me passait mon père en me disant, bon, dépêche-toi, hein, le téléphone, ça coûte cher.
les petits-enfants se sont cotisés et ont acheté un appareil numérique adapté, bien sûr, à mes parents. Mais c'est mon père qui maîtrise l'outil, là. Du coup, quand j'appelle, c'est mon père qui décroche. Et c'est lui qui a la main sur le truc. C'est extraordinaire comment ça peut aussi changer les relations et du coup retrouver des situations. Enfin, oui, donc, oui, la fracture numérique, mais aussi pour permettre le lien social. Pas que pour des problèmes administratifs. Voilà. Ensuite, faire de la sortie en extérieur un élément primordial de lutte contre la perte d'autonomie et de l'isolement. Vous l'avez dit aussi, une personne âgée, dans l'étude que nous avons faite en 2006, avait dit « sortir, c'est vivre ». Effectivement, on a tous besoin, quel que soit notre âge, d'être anonyme parmi les anonymes, de se promener dans la rue et d'être anonyme parmi les anonymes, de ce sentiment de liberté. Il y a un log, je dis un log parce que je ne me rappelle plus si c'était sociologue, psychologue ou je ne sais pas quoi, qui une fois, lors d'un congrès, nous avait dit qu'on avait besoin, quel que soit notre âge, de 4 espaces. L'espace intime, c'est le logement, hein. Alors quand on n'est pas on rentre comme ça dans la chambre, etc. Enfin voilà. Le cercle de confiance, qui généralement est la famille. Je peux compter sur mes enfants, ou je peux compter sur mon frère, ou je ne sais pas quoi. Quand il n'y a plus de famille, qu'est-ce qui se passe ? Le cercle de l'espace de construction, enfin de vivre avec d'autres, généralement c'est le boulot. Effectivement, le passage à la retraite, finalement, à quoi je sers ? Donc, l'intérêt de se retrouver dans d'autres collectifs, jouer aux échecs, n'importe quoi, peu importe, mais d'être avec d'autres pour un objet commun. Et le 4e, c'est sortir. Voilà. Cette liberté de sortir, c'est vivre. Et j'en étais où ? Préconisation 9. Mener une politique de sensibilisation des plus jeunes au vieillissement et à l'isolement des personnes âgées. Oui, il faut... donc, les petits frères des pauvres, on est en train de voir avec le ministère pour intervenir auprès des collèges. Pour en terminer avec cette image des vieux qui ne servent à rien et qui coûtent cher à la société. Non, les vieux, non, ce sont des hommes et des femmes qui, quel que soit l'âge, ont des envies, ont des désirs, ont certes peut-être perdu en autonomie, mais ont des choix. Thomas, nous reprenons des jeunes en service civique. Thomas, 21 ans, m'a dit cette phrase, après son engagement, ça a duré 8 mois, il m'a dit « ça a complètement changé mon regard de voir des vieux. Je ne pensais pas qu'il y avait des vieux encore vivants. » C'est-à-dire que dans sa tête, mais c'est terrible. C'est-à-dire dans sa tête, un vieux, c'était forcément quelqu'un qui n'avait rien à dire, qui était triste, Donc il faut absolument casser cette image si on veut recréer du lien social. Et enfin, voilà, on a un numéro de Solitude Écoute qui est affiché là, je ne sais pas si vous le voyez. On en parlera tout à l'heure. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà. On vient de voir des préconisations qui ont été formulées dans le cadre du baromètre. Valérie, justement. Juste en fait, me permettre une réflexion, mais qui me vient d'un coup, qu'on n'avait pas préparé. J'ai le droit ? Vous avez tout le droit. Je crois qu'à tout moment de sa vie, il y a des grands psychanalystes et psychiatres qui le disent, les grandes craintes de la personne, quel que soit son âge, c'est la mort, c'est la perte de la liberté, c'est la solitude. On craint tout ça tout au long de notre vie, apparemment, et tout le contenu des analyses, des psychanalyses tourne autour de cette crainte-là. Alors moi, par rapport à ma vision du vieux et de la vieille que je serai, alors on constate et on fait des constats, et c'est vrai que c'est alarmant ce que tu dis, hein, et on fait des propositions aujourd'hui pour des personnes qui n'ont pas participé aux propositions qui sont faites. Moi, je crois que dans cette société où on aura de plus en plus, et c'est une chance, hein, je crois, de personnes qui vieillissent, d'abord leur demander à eux, avant même qu'ils soient seuls, qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent construire. Et ça, pour moi, le côté, le petit vieux qui craint tout le monde, non. Aujourd'hui, le vieux, je m'exprime comme ça parce que je ne sais pas s'il y a le terme le plus joli, hein, mais il doit se révolter contre toutes les âneries qu'on leur propose sans même leur avoir demandé leur avis. Donc, aujourd'hui, j'ai de forts risques d'être seule à je ne sais pas quel âge. Qu'est-ce que je construis ? À quoi je participe pour que cette solitude, elle soit... Et j'ai envie de dire, et tu disais, moi, je recueille ces attentes, mais je ne peux rien faire, hein, je suis juste un médecin.
qui écoute pendant un temps. Je recueille ces attentes. Et il faut se battre, quoi. Quand vous êtes vieux, ben moi je suis vieille déjà, j'ose pas trop, mais j'aimerais monter un collectif pour qu'est-ce que je veux que la société me propose une fois que j'aurai fait, que j'aurai rendu service à la société pendant je ne sais pas combien d'années. Maintenant, elle va me rendre service aussi. J'y vais et je veux pas qu'on me fasse ça, je veux préparer. Alors, et j'ai eu des trucs, mais je vous le dirai pas là, mais moi j'ai une dame de 95 ans qui m'a dit pourquoi les sites de rencontres, on a l'impression que ça s'arrête à 70 ans et qu'après on peut plus. Et alors elle me dit, j'ai dit mais allez vous battre pour le dire ça. Et elle me dit non, j'ose pas. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est inventer les solutions contre même si elles sont farfelues, je sais pas moi, et même faire du collectif plus tard sur comment financer, je sais pas moi, un voyage, on essaye de le préparer à plusieurs, enfin, il y a plein de choses, moi j'ai mon idée de ce que je ferais, mais c'est les vieux qui doivent nous dire ce qu'on doit faire. En tout cas, nous, on est la société, alors vous, pour le coup, vous êtes un service de la mairie qui lutte contre la solitude, les idées, elles doivent venir de vous. Sûr. Et de moi bientôt. Merci Valérie. Gérard Bailleul, dites-nous, concernant le renforcement du lien social pour éviter l'isolement, la solitude, la ville de Marseille et le service proposent quand même un certain nombre de choses. Oui, d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que Mme Serras disait. Effectivement, la ville de Marseille a un programme d'action en faveur des seniors. J'ai envie de rebondir aussi sur ce que M. Pinto disait, pardon. On vous invite à sortir en même temps que votre voisin, à prendre l'ascenseur et à venir nous rejoindre, à aller au-delà d'une rencontre sur le palier. Donc la ville de Marseille, alors pour certains d'entre vous, vous nous êtes fidèles depuis longtemps, mais je pense que c'est important pour toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui de savoir que le service des seniors vous propose des sorties à la journée. On reviendra un petit peu plus dans le détail ultérieurement, mais des visites guidées dans le musée, des randonnées pédestres, des conférences comme celle d'aujourd'hui, des voyages, des spectacles. On a eu dans notre actualité le mois dernier de nouvelles actions avec les balles en centre-ville, la journée dédiée aux seniors. Et toutes ces actions ont pour seul but de vous amener justement à sortir de la maison, rencontrer des gens, revoir certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis quelque temps, vous faire découvrir Marseille, ses environs, parfois l'histoire, parfois la faune et la flore au travers des activités sportives telles que les randonnées. Côté club, j'ai envie aussi de rebondir, c'est vrai qu'on y trouve l'amour. Nous, on a souvent des seniors alors, qui fréquentent depuis longtemps la Bastide du Ginesté et qui viendront fréquenter en 2023 les nouveaux clubs qui vont nous rejoindre. Mais on a souvent des seniors qui, quand ils arrivent, on leur demande comment ça va et ils vont simplement nous répondre écoutez, si je suis là, c'est que tout va bien. Ou la Bastide du Ginesté, c'est ma seconde maison. Et donc ça veut dire que ce sont des actions qui vous tiennent à cœur, qui répondent certainement à des attentes ou à des besoins. Ce que je voudrais surtout dire, et ce qui est important de retenir, c'est que chaque action proposée par le service des seniors permet, alors je vais dire retraité, mais j'ai beaucoup aimé, et je crois qu'en un quart d'heure, je n'ai jamais autant entendu le mot de vieux prononcé. Et je tiens à vous dire que pour moi, c'est un régal, parce que le vieux, on l'emploie plus, on a parfois peur même de l'employer. Et pourtant, le vieux, il y a quelques décennies, c'est celui qu'on écoutait, c'est celui qu'on respectait dans le village, dans la ville, dans le quartier. Et voilà, moi je vous remercie parce que je trouve que ça fait énormément de bien de l'entendre. C'est pas un gros mot, c'est un mot tout à fait respectable. Donc, pardon, de permettre aux retraités de conserver le plus longtemps possible une identité sociale, et je crois que ça a été abordé par les précédents intervenants, mais également de profiter de leur temps libre qui est propice à une vie riche, génératrice de liens et de convivialité. C'est un petit peu tout ce que le service senior et la ville de Marseille essayent d'insuffler au travers des actions qui vous sont proposées. Pour ce faire, il est important de sortir de son domicile. Pardon,
je reviens là-dessus, mais il est tellement important qu'on éteigne la télé et qu'on aille vers l'extérieur, qu'on aille vers les rencontres avec les personnes. Nous, j'ai envie de vous dire, avec l'équipe du service senior, on se fait un grand plaisir à vous recevoir au travers de toutes les actions. On se fait un grand plaisir de vous recevoir quand vous venez nous rencontrer au service. Je ne veux pas trop déborder sur ce qui était prévu, Mme Chapon, mais j'ai été plus de 10 ans directeur de la Bastide du Ginesté, et quand je suis arrivé, j'ai mis un point d'honneur à dire je vais essayer de consacrer 2 minutes à chaque personne. Et quand on accueille 60 personnes dans la journée, 2 minutes, c'est énormément de son temps, mais puis je peux vous le dire droit dans les yeux parce qu'il y en a parmi vous qui sont là et on les a partagés, ces 2 minutes, et je pense qu'effectivement ça a représenté des temps avec un échange. J'ai essayé qu'il soit de qualité, mais vous avez largement contribué à ce que ce soit un temps de qualité. Et c'est pas grave, on a tout un travail à faire, mais l'essentiel était là. La qualité dans nos échanges. Je me suis un petit peu perdu dans ce que je voulais vous dire initialement, mais j'ai envie de vous dire que toutes ces actions, en fait, elles vous permettent de diminuer, de participer à ces actions, ça vous permet de diminuer tout l'impact justement de l'isolement et de la solitude. Voilà. Merci. On va aborder un dernier point, la conférence n'est pas terminée, notamment sur l'exclusion numérique. On voulait entendre nos différents partenaires sur cette question. Donc, Charles Marthe, vous organisez des ateliers numériques, vous soutenez les personnes âgées. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Voilà, oui, au niveau de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous organisons dans notre maison Frédéric Ozanam, qui se trouve à la rue Neuve-Sainte-Catherine, des ateliers informatiques pour permettre aux personnes qui ne connaissent pas ou qui sont un petit peu, qui auraient besoin d'être soutenues dans ce domaine, des cours gratuits, bien entendu, et qui sont ouverts à tout le monde, à toute personne qui désire venir y participer. Merci. Donc, si vous voulez apprendre à utiliser un ordinateur, eh bien, vous savez où aller. Mais nous avons également la ville de Marseille, Monsieur Bayeul. Oui, le service des seniors, conscient de cette problématique, propose justement ce type d'atelier depuis de nombreuses années. Alors, on bénéficie d'une conseillère numérique, on bénéficie aussi dans le cadre des actions intergénérationnelles que l'on impulse, des interventions de nos volontaires dans le cadre des services civiques, mais aussi l'ensemble du personnel du service constate malheureusement que la demande se densifie. De plus en plus, vous êtes nombreux à nous solliciter. Il est très courant aujourd'hui de voir un senior rencontrer une difficulté à utiliser son ordinateur, à connecter un périphérique, parfois c'est même mission impossible, comme le disait M. Pinto tout à l'heure, à naviguer sur les réseaux sociaux pour garder un contact avec la famille, l'entourage. Tout simplement utiliser sa boîte mail pour rester en contact. Ou encore, dans le numérique, on parle souvent de l'ordinateur et des réseaux, mais on oublie parfois le smartphone. Vous savez, le smartphone, vous venez nous voir et vous nous dites je ne comprends pas, j'ai appelé le répondeur, il me dit qu'il y a un message, mais le répondeur me dit qu'il n'y a pas de message. Et non, parce que c'est un SMS. Et donc, c'est compliqué pour certains. Donc, nous, on est ravis de pouvoir vous accompagner dans ce genre de démarche. Et donc, il est vrai que, aussi bien au service des docs, tous les premiers mercredis de chaque mois, mais à la Bastide du Ginesté, tous les mardis, on vous propose des ateliers qui sont entièrement gratuits et qui vous aident justement à répondre à vos attentes. Alors, là, on est vraiment dans... Alors, quelque part, on vous propose un créneau. Et comme le disait Mme Serras tout à l'heure, on attend justement votre attente précise. Et on n'est pas là pour vous apporter quelque chose d'établi au départ. C'est vous qui nous dites exactement ce dont vous avez besoin. Et donc, les membres de l'équipe essayent d'y répondre. Ces temps de formation favorisent un contact humain. Vous voyez, au-delà de l'aspect de la fraction numérique, on est toujours dans ce contact humain. Les rencontres, les échanges permettent aussi de fixer pour une prochaine séance de nouveaux objectifs de travail. Et le senior, du coup, a le sentiment d'être écouté. En tout cas, c'est le sentiment que vous nous donnez, hein,
d'être écouté, d'être accompagné. Et cette démarche vous permet aussi de gagner en autonomie dans ce domaine-là. Et une fois encore, de ne pas être isolé face à une difficulté que peut-être vous n'auriez pas réussi à surmonter tout seul. Voilà. Merci. Donc vous voyez, vous avez des solutions concrètes qui vous sont apportées si vous voulez utiliser un ordinateur. Donc vous avez la Société Saint-Vincent-de-Paul qui peut vous proposer des ateliers et ainsi que le service senior. On va terminer cette conférence sur les clés. Comment aider concrètement les seniors au quotidien. Manuel Pinto, vous avez un numéro d'écoute, il me semble. Oui. Le numéro est le 0800 47 47 88. Ce sont des bénévoles formés qui vous écouteront. C'est anonyme. Il y a des personnes âgées qui appellent régulièrement. Ça leur suffit d'avoir un petit contact par téléphone. Mais parfois, on arrive à détecter des situations et on réoriente, soit vers les CCAS, vers les villes, etc. etc. Donc le 0800, et bien sûr, nous avons, si vous vous sentez seul, vous pouvez aussi appeler l'association pour voir comment on peut vous aider. Ça ne veut pas dire qu'on vous aidera, mais peut-être qu'on pourra vous aider. Nous avons aussi des ateliers numériques, des visites à domicile, etc. Je voudrais juste, si vous me permettez, aborder la question du non-numérique. Je suis administrateur de la CAF, il se trouve que voilà, et la CAF fait énormément d'efforts pour rompre la fracture numérique avec des bornes, avec des accueillants, etc., etc. Il faut respecter le choix de ceux qui ne veulent pas être connectés. Je pense à ces personnes âgées qui, pour si le seul contact que ça aura, ça sera l'assistante sociale qui va avoir au guichet et elle a envie de sortir et d'aller parler avec son assistante sociale ou avec sa conseillère. Elle n'a pas envie de parler avec un ordinateur. Il faut respecter le choix de la relation humaine au-delà du numérique pour toutes les démarches administratives et donc rendre accessibles les services publics, y compris aux non-connectés. Une petite anecdote, un texte que j'ai lu, un monsieur âgé qui est accompagné par sa petite fille pour aller à la banque. Et à la banque, ils attendent. Il y a la queue. Tout ça parce que monsieur veut faire un virement sur un compte. Bref. Et sa petite fille, pendant la queue, de lui dire bah, tu vois, papy, si tu étais connecté, tu vois, on aurait pu faire ça de la maison. Voilà, en lui expliquant. Et le monsieur écoute très attentivement sa petite fille. Et puis après, ils s'arrêtent et ils vont à l'épicier du coin faire quelques courses. Elle dit, tu vois, papy, de chez toi, tu pourrais te faire livrer. Tu pourrais faire des courses avec l'ordinateur et tu pourrais te faire livrer. Donc il écoute, et puis à la fin de leur promenade, on va dire, il dit, tu vois, ma petite fille, si je t'avais écouté, si j'avais fait tout ça par ordinateur, j'aurais pas rencontré mes copains que j'ai rencontrés dans la rue en allant à la banque, et j'aurais pas vu l'épicier du coin qui m'a bien rendu service une fois que j'étais malade et qui venait m'apporter les courses. Est-ce que ton ordinateur fait ça? Merci. Merci. Oui, donc le numéro Solitude Écoute, 0800 47 47 88, vous l'avez noté. Voilà. Monsieur Gérard Bailleul, vous avez, il me semble, à la ville de Marseille, une chaîne téléphonique également? Oui, alors peut-être juste avant de parler de la chaîne téléphonique, je voulais parler aussi d'un... La ville de Marseille, le service des seniors, s'occupe des seniors aussi indirectement par le biais du tissu associatif et au travers de subventions. Et je suis content de voir que certaines associations sont présentes dans la salle cet après-midi. Et que les moyens financiers octroyés par la ville de Marseille dans le cadre de ces subventions permettent aux associations soit de développer de nouveaux projets, soit d'initier de nouvelles actions. Alors, oui, je voulais quand même évoquer la création de la chaîne téléphonique parce que ça a été une période qui a été compliquée pour vous tous, qui a été aussi compliquée pour nous tous. Et c'est vrai qu'au moment du premier isolement, le service des seniors a mis en place une chaîne téléphonique. Cette chaîne téléphonique, elle a été quand même salvatrice et reconnue par une très grande majorité de seniors. C'est une période qui nous a fait à tous toucher du doigt la réalité. Parce qu'on dit tout le temps, la ville de Marseille met en place des actions pour lutter contre l'isolement des seniors. Et on vous voit toujours en voyage, en balade, en sortie, tout a l'air de bien aller. Là, vous étiez tous cantonnés à la maison, pour certains dans une situation d'isolement.
Et donc c'est pour ça que je dis que ça nous a fait toucher du doigt vraiment la réalité liée à l'isolement et à la solitude. Mais je vais, après avoir parlé de la chaîne téléphonique, prendre d'autres exemples. Je vais prendre les exemples des conférences, comme celle d'aujourd'hui. C'est l'occasion de nous rencontrer, de vous rencontrer, de revoir certaines personnes, de vous informer, de repartir avec de nouvelles idées, de nouveaux outils, peut-être des fois de nouvelles méthodes selon les thématiques. Mais aujourd'hui, on espère que vous aurez eu des informations qui vous permettront peut-être de détecter des petits signes avant-coureurs par rapport à la solitude ou l'isolement, ou qui vous permettront de mieux vous y préparer dans les années à venir. On a eu aussi nos balles en centre-ville. Alors c'est une belle expérience avec vous, parce que ce sont des actions totalement nouvelles. On a connu nos premières éditions au mois de septembre, et on vous a vu presque renouer un petit peu avec la tradition. On vous a vu pour certains revenir 20 ans, 30 ans en arrière. Et on vous a vu surtout venir dans votre ville, animer votre ville, montrer que vous étiez présent. Et surtout, une fois encore, parce que je crois que c'est un petit peu le mot d'ordre, retrouver et rencontrer de nouvelles personnes et faire de nouvelles connaissances. Si on parle des balles des seniors au mois de septembre, je peux pas passer sous silence notre belle journée que nous avons vécue ensemble, la première édition de la journée des seniors au Palais Longchamp, où là vous avez pu... on a essayé de joindre l'utile à l'agréable, puisqu'il y avait toujours ce côté festif, avec les découvertes d'activités, avec le bal l'après-midi, avec le pique-nique que vous vous êtes organisé, que vous avez préparé, mais l'utile aussi, puisqu'on a eu la chance d'avoir l'ensemble des mairies de secteur, des organismes qui ont pu vous donner des informations sur vos droits, sur la retraite, sur des informations quant aux animations ou aux actions qui peuvent vous être proposées. Et on est content d'avoir vu que vous avez répondu présent, puisqu'on avait prévu 1 millier de personnes et vous étiez au rendez-vous. Si je dois prendre un dernier exemple, je vais vous reparler une fois de plus de la Bastide du Ginesté. La Bastide du Ginesté, c'est vraiment un lieu de vie. Je suis content de vous voir parmi nous aussi. On vous invite à y aller. On vous invite. Alors, les anciens seniors, à en parler aux nouveaux seniors, aux jeunes seniors, aux jeunes retraités, de leur dire qu'on y passe de bons moments, qu'une équipe est complètement dévouée. Et vous allez pouvoir venir passer une journée récréative, festive, autour d'un bal, autour d'un concours de contrée, autour d'un loto. Mais vous allez aussi pouvoir venir découvrir des activités. Peut-être, alors je ne voudrais pas que ce soit ma conclusion, mais quelque chose d'important. On parle depuis tout à l'heure des plus fragiles, et la fragilité, elle est souvent matérielle aussi. Donc peut-être que pour les nouveaux seniors, ou pour ceux qui regarderont la conférence et qui découvriront les actions du service des seniors, sachez que toutes les actions qui sont proposées par la ville de Marseille, vous avez des activités qui sont gratuites. Il y a beaucoup d'activités qui sont gratuites, beaucoup d'actions qui sont gratuites. Il y a aussi des actions qui sont payantes. Mais l'avantage, c'est d'avoir des activités payantes à moindre coût, puisque en fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier d'une participation de la ville de Marseille. Désolé, mais ça fait partie de la réalité et comment je pourrais dire, de l'accessibilité que la ville de Marseille vous permet d'avoir pour participer au plus grand nombre d'activités. Voilà, j'allais vous dire que le service des seniors essaye de mettre en place toujours des actions de qualité, mais je voudrais conclure en disant que ce qui est le plus important, c'est la relation qui s'instaure entre vous, entre nous. Et on met un point d'honneur à ce que cette relation soit une relation de qualité, parce qu'on pense que c'est ce que vous venez rechercher quand vous voulez venir vous inscrire à une activité, ou tout simplement venir discuter avec un membre de l'équipe qui se rend toujours disponible. Voilà. Merci. Merci à vous, Monsieur Bailleul. Voilà. Merci à vous pour être fidèle à ce cycle. Merci de votre participation et de votre fidélité. Merci à vous.